Bonsoir et bienvenue pour ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Antoine et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et j'en profite aussi pour transmettre mes vœux de bonne année donc à tous les auditeurs. Voilà, parce qu'effectivement nous enregistrons donc cette émission début janvier pour ceux qui la regarderaient plus tardivement dans l'année. Donc meilleurs vœux aussi à tout le monde. Alors pour cette nouvelle année, on va commencer fort, on va commencer avec un personnage historique qui est assez controversé. Certains pensent que c'est quelqu'un de plutôt pas mal, plutôt sympathique. Il est incarné par Gérard Depardieu. Toi, tu vas nous montrer la véritable facette de ce personnage-là. Il s'agit de Raspoutine. Et oui, absolument Antoine, parce que Rasputin, ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est qu'on essayait de le réhabiliter quelque part en le faisant passer presque pour une victime, alors que sa descendante veuille lui donner une image un peu plus propre, ça on peut le concevoir, mais je m'aperçois que il n'y a pas qu'elle, il y a même des gens qui ont fait des films sur lui, qui ont fait des reportages et franchement, à les écouter, on pourrait presque le plaindre, ce pauvre Rasputin, alors que la réalité est tout autre, parce qu'on s'aperçoit que c'était véritablement un suppôt de Satan, et il n'y a pas d'autre mot, hein. D'ailleurs, Papus l'avait démasqué. Il avait démasqué de suite Papus. Il avait écrit d'ailleurs une lettre à la tsarine en lui disant: au point de vue kabbalistique, Rasputin est un vase pareil à la boîte de Pandore et qui renferme tous les vices, tous les crimes, toutes les souillures du peuple russe. Que ce vase vienne à se briser et l'on verra son effroyable contenu se répandre aussitôt sur la Russie. Et oui, donc Rasputin, c'était un être maléfique, malfaisant, c'était un être abominable, et je vais révéler même des choses que beaucoup de personnes ignorent, en ce sens qu'il a été aussi un agent, un espion à la solde de Guillaume II, le Kaiser, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et il a donc œuvré contre son propre pays, contre la Russie. Et à côté de ça, bon, ben, on va décrire aussi tous ces autres crimes. S'il faut voir aussi, c'était un débauché incroyable. Il lui fallait parfois 10 relations sexuelles dans la journée. Alors, bon, ça montre aussi qu'il était costaud, le gars, hein, ça c'est clair. Il était capable aussi d'avaler 3 bouteilles de champagne d'affilée sans éprouver la moindre ivresse. C'était un colosse, hein, c'était un Hercule sibérien d'une force incroyable. Et il était doué aussi d'un magnétisme redoutable. On disait que ses yeux étaient d'une couleur gris acier, qu'il avait la faculté de contracter ses pupilles de jour comme de nuit comme il le souhaitait. Il avait donc un certain don d'hypnose en plus, hein, donc du moins pour manipuler les gens. Voilà, bon, un portrait très très rapide de Rasputin. Mhm. Voilà, si on remet le personnage un petit peu dans le contexte historique, ça se passe fin du 19e, début 20e. Quand est-ce qu'on commence à parler de Raspoutine? C'est-à-dire que commence à parler de Rasputin du moment où il s'infiltre au sein de la famille impériale. Donc c'est à partir de 1905. Voilà, à partir de 1905. Bon, on va rappeler un petit peu d'abord peut-être aussi sa jeunesse, les frasques qu'on lui attribue pendant sa jeunesse. Parce que lui, il part de rien, il est même pas. C'est ça, il est pas d'une classe noble. Ah non, absolument pas. C'est un moujik, c'est un paysan russe. Alors, par contre, ses parents ne sont pas pauvres quand même, parce que ses parents, ils ont une ferme, ils sont propriétaires d'une ferme, ils ont une maison d'ailleurs qui est assez grande. Ce sont des propriétaires terriens, mais bon, des fermiers de Sibérie, sans être riches, ils sont pas non plus dans le besoin. Voilà, hein. Et donc, il va naître dans un petit village de Sibérie qui s'appelle Prokrovskoye en 1869. Et quand il n'est encore qu'un enfant, il joue avec son frère qui s'appelle Michel près d'une rivière qui s'appelle la Toura. Et les eaux sont glacées à cette époque-là, c'est en hiver.
et en chahutant, ils tombent tous les deux dans l'eau. Donc ils arrivent à s'extraire du piège glacial dans lequel ils étaient tombés, et ils atteignent la berge, mais avec le froid, ils vont tous les deux tomber gravement malades, ils vont être atteints de pneumonie. Son frère Michel va décéder, mais lui, il va réussir à s'en sortir. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne cet épisode? Parce qu'il y a déjà un petit événement qui se produit assez surnaturel, s'il est vrai, naturellement, c'est que pendant sa maladie, il déclare Raspoutine avoir eu la vision d'une dame habillée de bleu qui se serait présentée devant lui. Et dans le village, on pense d'ailleurs qu'il a vu la Sainte Vierge, ni plus ni moins. Et Raspoutine, plusieurs années plus tard, il dira avoir revu cette personne, toujours cette femme habillée en bleu, alors qu'il labourait un champ. Voilà. Donc je mentionne déjà cet épisode. Alors par contre, Raspoutine, il va très vite se révéler comme il est, c'est-à-dire que même en tant que jeune homme, il se montre paresseux, euh, il, pro- il procède d'ailleurs à des petits larcins. Bon, c'est pas vraiment quelqu'un de très intéressant, au contraire. Hein. Alors à 19 ans, arrivé à 19 ans, il va épouser une jeune fille du village qui est très mignonne d'ailleurs, une belle jeune fille blonde, hein, avec qui il va avoir 5 enfants, dont 2 vont mourir en bas âge. On pense qu'il est casé, mais pas du tout, parce qu'il vole des chevaux, donc il est d'ailleurs condamné à 2 reprises à des peines de prison. Une autre fois d'ailleurs, il est fouetté en place publique, c'est l'un des châtiments qu'il reçoit pour l'un de ses vols. Et puis une autre fois, il va voler des piquets à des voisins, et le conseil du village va se réunir. Ils vont le condamner à 1 an de bannissement. Alors, pendant cette année, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il est obligé de quitter le village, bien sûr. Alors là, c'est pareil. Sur son chemin, il vit de rapines. Il abuse de jeunes filles qu'il rencontre sur sa route. Et puis, il va faire connaissance d'un starets. Alors, un starets, c'est une espèce d'ermite. Hein, c'est pas forcément quelqu'un de religieux, mais enfin, bon, il a quand même... un starets, ça a quand même une certaine aura. On dit des starets qu'ils ont reçu un don de Dieu qui leur permet d'éclairer les hommes. Voilà. Donc, ce sont des sages, en quelque sorte. Et il va vivre quelque temps avec un starets du nom de Macaire, un starets assez réputé. Et ce starets va lui apprendre déjà à lire et à écrire, parce qu'il était complètement inculte, Raspoutine. Et après lui avoir appris à lire et à écrire, il lui prédit que bon, pour son bien, il faudrait qu'il voyage, qu'il mène une vie un peu d'errance. Bon, bah, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Alors, il reviendra bien sûr régulièrement à son village pour voir sa femme et ses enfants, pour s'occuper un peu de la ferme. Mais sinon, et puis il va partir même assez loin, puisqu'il ira même jusqu'au mont Athos en Grèce. Il va visiter plusieurs lieux saints. Alors, est-ce qu'il est vraiment appelé par des choses religieuses? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il y voit un intérêt bon, enfin, toujours est-il qu'il va fréquenter après des monastères, des couvents, mais dans les couvents, alors bien sûr, comme il a une libido inimaginable, il dévergonde de toutes les nonnes où il passe, partout où il passe. Et d'ailleurs, dans un couvent, la mère supérieure, devant le scandale, n'en pouvant plus, elle le fait attraper par 4 moujiks bien costauds, qui lui mettent une raclée formidable au point qu'il sera incapable de marcher pendant plusieurs jours. Voilà donc le jeune Raspoutine. C'est sa vie pendant quelques années, comment ça se déroule. Et puis à un moment donné, comme il a quand même il commence à acquérir une certaine réputation, on ne sait pas trop comment, et enfin lui-même dit qu'il a des dons, il se présente lui-même comme un starets, et il finit par arriver à Saint-Pétersbourg avec une lettre de recommandation d'un prêtre. Bon, et là-bas il est reçu d'ailleurs par Théophane, par
une sorte de ça serait l'équivalent d'un cardinal chez nous, mais là-bas ce ne sont pas des cardinaux bien sûr. Enfin, c'est quand même une sommité religieuse dans le monde de la foi orthodoxe. Et ce Théophane là lui fait rencontrer des gens de la bonne société de Saint-Pétersbourg. Donc déjà, il va rencontrer non seulement des bourgeois, mais également des gens de la noblesse. Et il va même aller jusqu'à rencontrer des archiduchesses, plutôt des grandes duchesses, comme la grande duchesse Militza, notamment, qu'il va rencontrer. Alors, il va aussi rencontrer la femme d'un conseiller d'État, une femme qui était atteinte de neurasthénie. Il va la guérir. Il va la guérir grâce à une partie de Jean Baudelaire. Voilà, c'est comme ça qu'il procède. Bon, et puis petit à petit, donc à force de côtoyer la haute société, et il va finir par rencontrer le tsar et la tsarine. Je crois que c'est au domicile d'ailleurs de la grande duchesse Militza qui va faire leur connaissance en 1905. D'emblée, il lui tutoie. Il appelle le tsar petit père, la tsarine petite mère, et puis ça a l'air de leur plaire même, et puis voilà. Donc comment il va rentrer en contact avec la famille impériale, et la famille impériale qui va l'inviter après à Tsarskoye-Selo, notamment au palais impérial d'été de Saint-Pétersbourg, où il aura d'ailleurs un appartement luxueux à sa disposition. Donc pour lui, ben, tout se passe pour le mieux, mais en même temps, il continue ses frasques. Alors, il y a d'ailleurs quelque chose qui met en place, c'est une sorte de congrégation qu'il crée, mais très particulière, c'est une sorte de confrérie des sœurs disciples. Alors, qu'est-ce que c'est que les sœurs disciples? Alors, les sœurs disciples, ce sont des femmes qui l'amènent à se réunir. Alors, il y aura des réunions qui se feront aussi bien à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou. Et ces femmes, ils leur demandent, pour leur salut, pour le salut de leur âme, de pécher, parce qu'il a une conception très particulière, lui, de la religion. Il estime que pour être aimé de Dieu, il faut se repentir. Dieu aime bien les gens qui se repentent, mais pour se repentir, il faut pécher énormément. Alors, il dit d'ailleurs que le péché le plus simple à faire pour être pardonné, c'est le péché de chair. Et naturellement, il faut faire le péché de chair avec lui. Donc, ces fameuses sœurs disciples, elles se réunissent dans une pièce, elles se mettent toutes nues devant lui, à genoux, et puis récitent, je crois, une prière blasphématoire avant de commencer. Lui, il les exhorte, bon, on peut s'imaginer, à faire des choses, bon, peu recommandables. Voilà. Alors d'ailleurs, ça va provoquer des scandales, ces fameux sœurs disciples. Et on a une lettre, pas une lettre, pardon, un rapport d'un agent de police qui est très intéressante, et enfin, ce rapport de police qui est très intéressant, dont je vais faire la lecture parce que c'est vraiment édifiant. Alors voilà ce que nous raconte l'agent de police numéro 1287 de la seconde division de la police secrète à Moscou. Il s'appelle Ivan Obroutchev. Et voici donc les termes, enfin, je ne vais pas le rapport en entier, mais une partie là que j'ai retrouvée. Alors voilà ce qu'il nous dit. Conformément aux instructions de la préfecture, j'ai visité sur les ordres de l'inspecteur Dragomirov le numéro 136 Tverskaya, contigu à la fabrique de carton-pâte Loukoutine, à 1h36 du matin aujourd'hui. J'ai trouvé là, dans une chambre tapissée mais sommairement meublée, une assemblée du culte des croyants tenus, agenouillés devant le moine Grégoire. Ah oui, parce que Rasputin, son prénom c'était Grigory, donc Grégoire en français.
Alors, 28 personnes, toutes des femmes, 14 d'entre elles des dames du monde, étaient présentes. En pénétrant dans la pièce avec mes 8 agents, je vis le saint homme derrière le lutrin qui lisait des passages de l'évangile de saint Luc, mêlés de ses propres exhortations sur les épreuves de la chair. Les murs de la chambre étaient décorés d'images pornographiques révoltantes. Derrière le moine pendait une copie de la sainte icône de Novgorod. Suivant les ordres reçus, toutes ces femmes furent arrêtées après s'être vêtues et je les fis conduire au poste central où elles furent interrogées séparément après avoir décliné leur nom et adresse. La plupart des nocturnes fidèles exhalèrent leur indignation, particulièrement le saint Raspoutine, alors saint entre guillemets, qui demanda au nom du tsar la permission de télégraphier à l'impératrice. Mon officier supérieur, Nemilov, chef de la police secrète à Moscou, ne put lui refuser ce privilège. Il en résulta que le lendemain à 11 heures parvint un ordre du tsar pour la mise en liberté des prisonniers et pour qu'aucune allusion de la presse ne fût tolérée à ce sujet. Grishka, alors Grishka c'est encore un diminutif de Grigori, donc de Raspoutine, est parti pour la capitale par l'express de 4h15 cet après-midi. Signé Ivan Obroutchev. Voilà, donc c'est Raspoutine, on le voit, c'est un pervers, c'est un débauché qui ne pense qu'à son plaisir, qu'à faire l'amour avec des femmes. Des fois même, d'ailleurs, il les viole, ça arrive. Alors on s'aperçoit aussi que la tsarine, donc Alexandra Feodorovna, est sans doute au nombre de ses sœurs disciples, parce que il y a une lettre aussi, c'est presque une déclaration d'amour qu'elle lui fait, hein, voilà, carrément. Et elle signe ta sœur Alec, voilà. Donc on pense qu'elle faisait partie des sœurs disciples. Et on pense également que elle livrait même en pâture à Raspoutine ses propres filles, hein, parce que on sait notamment par une demoiselle d'honneur de la cour que Raspoutine, à la nuit tombée, allait rendre visite aux filles du tsar et de la tsarine à la nuit tombée, et alors que les filles étaient en chemise de nuit. Alors, elle avait signalé ce comportement plus que suspect à la tsarine, qui n'avait rien répondu. Au tsar, il avait fait aussi un rapport. Lui-même n'avait pas bronché. Par contre, la demoiselle d'honneur, là, elle avait été, comment dirais-je, elle avait, elle avait été forcée de quitter le palais pendant 2 mois. C'était plus qu'une réprimande, c'était une sanction. Et donc, nous voyons d'ailleurs qu'elle a été sanctionnée, elle a préféré démissionner, ni plus ni moins. Voilà. Alors, Pascal, là, par rapport à ce que tu décris, finalement, tu le décris comme un débauché sexuel, un pervers. On pourrait dire c'est un plus par rapport à tout ce qu'il doit y avoir, mais qu'est-ce que du coup va faire que il a une véritable noirceur, ce Raspoutine? Mais déjà, c'est déjà pas mal, je te l'accorde. Hein, voilà. je te l'accorde, mais la lubricité, elle est partout, elle en est presque banale, je dirais. Donc, même si c'était visiblement un bel étalon. Mais qu'est-ce qui fait du coup que cet homme-là était vraiment, vraiment noir? Bon, alors déjà, bon, si on reprend le cas des sœurs disciples, il faut savoir qu'ils ne se contentaient pas de s'envoyer en l'air avec les sœurs disciples. Après, certaines d'entre elles, il les faisait chanter parce qu'il aimait énormément l'argent aussi, Raspoutine. Et donc, ils gardaient leurs lettres souvent enflammées et après, ils menaçaient de délivrer leurs lettres à leur mari cocufié si elles ne le payaient pas. Et il en a conduit certaines de ses sœurs disciples d'ailleurs au suicide, hein, parce qu'une fois qu'elles étaient ruinées, certaines se sont donné la mort, ni plus ni moins. Il y a aussi une autre fois où
c'était un comte, je crois, oui, qui avait appris que sa femme le trompait avec Rasputin. Il avait fait avouer à sa femme devant tout le personnel ce qu'elle avait fait, et après il avait tiré une balle dans la tête de sa femme avant de se constituer prisonnier auprès des forces de l'ordre. Et l'histoire était revenue à l'oreille de la tsarine alors qu'elle était en train de dîner avec Rasputin, et celui-ci n'a répondu que par un sourire sardonique. Hein, voilà, c'était Rasputin. Il s'en foutait royalement de ce qui pouvait arriver à ses victimes. Et il faut savoir aussi que lui-même a tué personnellement, de ses propres mains, certains d'un coup de revolver. Il a empoisonné notamment aussi un domestique qui avait surpris une conversation compromettante. On estime que, ne serait-ce que durant la seule année 1916, il a tué une vingtaine de personnes de ses propres mains. Hein, c'est quand même pas rien. C'est un monstre, cet homme-là, c'est un monstre. Alors puis, on va parler bien sûr, on va parler de sa trahison. Hein, puisque c'était un agent du Kaiser, hein, il travaillait pour l'Allemagne, et on en a la preuve. Alors, on a un homme que beaucoup ont oublié naturellement, qui était une grande figure pourtant du contre-espionnage britannique, c'est William Le Queux. Et ce William Le Queux, il a écrit un ouvrage en 1919, qui est sorti en 1919, intitulé Histoire extraordinaire de Rasputin, le moine scélérat. Et William Le Queux, donc, il a rencontré une fois dans sa vie d'ailleurs Rasputin, qui lui a fait un effet assez incroyable. Il a dû enquêter d'ailleurs, eh bien après la mort de Rasputin, c'est lui qui va découvrir dans une maison que Rasputin louait à Saint-Pétersbourg. C'était une maison qui se trouvait dans la Gorokovaya. Il a trouvé dans la cave de la maison, sous des dalles, un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, il y avait des lettres très compromettantes. Il y avait notamment toute une correspondance que Rasputin gardait avec les espions allemands, et avec le code, bien sûr, pour les déchiffrer. Et tu as peut-être une lettre à nous lire? Voilà. Alors, c'est une lettre adressée à Rasputin en date du 16 août 1916, qui a été rédigée par l'allemand numéro 70, plus connu sous le nom de Stenauer. Et Stenauer, il dirigeait le bureau d'espionnage du Kaiser. Alors voilà ce qu'il écrit, Stenauer, à Rasputin. Nous avons dûment noté vos rapports sur les agissements de Krusenstern, c'était le commandant du 38e corps d'armée, et sur la camaraderie de Sakharov et de Yepanchin, deux membres influents de la Douma. La maison Berkman, frère de Kiev, verse au Crédit Lyonnais de Petrograd à votre compte 120 000 roubles, de même qu'une somme équivalente pour votre ami S. Les instructions sont les suivantes. Suggérez à S ce plan conçu contre la Douma. Dans les archives du ministère de l'Intérieur, il peut trouver une liste de noms et d'adresses de milliers de révolutionnaires russes de tendance extrémiste. Il en fera ses agents avec promesse de protection. Après leur avoir fourni des fonds, il s'arrangera pour qu'un nombre considérable de démocrates socialistes germanophiles puissent pénétrer dans Petrograd et agir de concert avec les anarchistes russes, tolstoïens, pacifistes, communistes et socialistes rouges. Oui, parce qu'il faut savoir que la révolution russe, au départ, elle était fomentée par les Allemands. Hein. C'était leur but. Hein. Alors, grâce à une vaste propagande menée par de violents agitateurs dans les usines de munitions, nous pouvons susciter des grèves, provoquer des catastrophes au moment propice où des instructions seront données. Enrôlez dans notre parti le plus grand nombre possible de membres de la Douma. Soumettez-nous de temps en temps une liste des paiements faits par vous et la maison Berkman maintiendra votre compte ouvert au Crédit Lyonnais. Nous attendons les résultats de vos bons services, que Sa Majesté apprécie hautement et qui seront amplement et libéralement récompensés quand nous tiendrons la Russie entre nos mains, ce qui ne tardera pas maintenant. Prévenez S de se méfier du grand-duc Dimitri. Il possède une lettre compromettante écrite par Nada Litvinov, ayant trait à la tentative de corruption de Broussilov. Le professeur Milioukov doit disparaître. 10 000 roubles sont payés pour ce service. On pourrait sonder J ou B, tous deux ont un besoin pressant d'argent. Dites à Anna, Anna c'est Anna Virubova,
c'était la dame d'honneur principale qui est au service du tsar et de la tsarine. Alors, de prier l'impératrice de recevoir une femme nommée Gesmine, qui demandera une audience pour le 30 août à midi. Elle apporte un message verbal de l'empereur, alors donc du Kaiser. Hein. H a fixé au 29 août 11h30 le jour et l'heure auquel doit avoir lieu la catastrophe de l'usine de pyrotechnie de Krestovski. Un câble électrique a été placé sous la neva et tout est préparé. Salutations de nous trois. Voilà. Donc avec cette lettre-là, on a la preuve indubitable que Raspoutine travaillait pour les Allemands, tout simplement. Alors on sait aussi qu'il a fait introduire en Russie par d'autres agents qui étaient à sa solde eh bien, de terribles maladies, des microbes en éprouvette. Il y avait notamment le choléra, l'anthrax et la peste bubonique. Bon, heureusement, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des accidents et des éprouvettes et ceux qui ont manipulé ces éprouvettes sont morts sans avoir le temps de faire propager ces maladies. Cette histoire comment dire, de maladie, on retrouve la source où dans les mêmes lettres qui étaient cachées dans le coffre ou... C'est pareil, tout à fait, hein, oui, oui. Et tout ça, ça a été révélé dans le livre de 1919, écrit par William Lequeux. Hein. Seulement, c'est un livre qu'on semble avoir oublié, je ne sais pas pourquoi. Moi, ce livre, je me le suis procuré, je l'ai lu, s'il est passionnant à lire. En fait, il te livre le résultat de son enquête, William Lequeux, sur Raspoutine. Hein. Il est mort quand déjà, Raspoutine? Il est mort le 16 décembre 1916. Alors, d'après le calendrier julien utilisé en Russie, donc ça correspond le 16 décembre au 29 décembre pour nous, si tu veux. Enfin, peu importe. Retenons la date du mois de décembre de 1916. Hein. Donc, bon, là déjà, je pense que tu nous as tracé un beau portrait de Raspoutine. Effectivement, c'était un pervers sexuel. C'était donc aussi un assassin. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a jamais été attrapé par rapport à tous les assassinats qu'il a fait. Donc, il était peut-être protégé, voilà, par la tsarine au moins. C'était un espion. Et puis, il avait aussi un certain nombre de dons, on va dire, paranormaux. Oui, ça on peut le dire. Alors il y a des dons déjà de guérisseur hein, qui lui étaient attribués. Alors il avait commencé d'ailleurs à guérir une baronne qui souffrait du rhumatisme. Alors il s'est approché d'elle, il avait un petit peu hypnotisé son regard, il lui avait apposé les mains et puis bon, comme par miracle, quelques minutes après, il ne ressentait plus aucune douleur. Voilà. Ça c'est de cette façon qu'est née sa réputation, on va dire, de guérisseur. Alors après, il y a eu aussi une autre intervention. C'était pour Anna Virubova, hein, qui était la première dame d'honneur donc à la cour. Hein. Cette Anna Virubova, elle a eu un grave accident, un accident ferroviaire. Elle s'est retrouvée avec les jambes et la colonne vertébrale brisée. D'ailleurs, les médecins pensaient qu'elle n'en avait plus pour très longtemps. Et c'est la tsarine qui a fait appel à Raspoutine, qui lui a dit, elle lui a demandé de se rendre au chevet d'Anna. Et quand il est arrivé, il est rentré dans une espèce de transe quand il était près d'elle. Il s'est mis à transpirer abondamment et puis il lui a demandé à Anna d'ouvrir les yeux. Elle a ouvert les yeux. Elle a remercié le Seigneur de lui avoir envoyé le Tsarets. Hein, et il lui a prédit que bon, sa guérison aurait lieu, qu'elle serait longue, mais qu'elle aurait lieu. Et alors effectivement, au bout d'un an, non seulement elle a survécu, mais elle a réussi après à se déplacer dans un fauteuil roulant. Et quelques mois plus tard, elle s'est mise à remarcher des béquilles et elle a carrément repris l'usage de ses jambes et ça, on peut l'attribuer à Raspoutine. Alors, le jour où il a vu d'ailleurs Anna Raspoutine et lorsqu'il a montré des efforts assez incroyables qu'il fournissait lorsqu'il était à ses côtés,
une fois qu'il a terminé sa séance, on peut appeler ça une séance, il s'est rendu dans une pièce à côté, on a vu ses yeux se révulser et il s'est évanoui pendant quelques instants, comme si euh, il avait fourni un effort colossal pour arriver à guérir Anna. Alors il y a aussi, bien sûr, tout ce qu'il a fait pour le tsarevitch, pour Alexis, le fils du tsar et de la tsarine. Parce qu'il faut savoir que leur fils était hémophile et il a soigné l'enfant à plusieurs reprises. Il y a deux cas qui sont d'ailleurs typique des capacités qu'il avait pour guérir Alexis. Une fois, en 1907, l'enfant est tombé. Alors, comme il était hémophile, ça a pris des proportions, bien sûr, de suite assez catastrophiques. Il s'est mis à avoir un œdème à la jambe, etc. Et les médecins n'avaient rien trouvé de mieux à l'époque que de lui donner de l'aspirine. L'aspirine, c'était un tout nouveau médicament qu'on ne connaissait pas très bien ses effets, mais pour un hémophile, l'aspirine, c'est pas recommandé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lui, quand il est arrivé, déjà, il a balayé les médicaments qui se trouvaient sur la table de chevet d'un revers de la main. Et puis, il est resté au chevet de l'enfant quelque temps, et l'enfant a commencé à aller mieux. Et voilà, donc ça aurait été l'une des guérisons aussi miraculeuse attribuée à Rasputin. Et une autre fois aussi, c'était en 1912, si je me souviens bien, la famille impériale s'était rendue en Pologne. Alors je ne sais plus à quel endroit ils étaient, c'était une région forestière, je sais, et l'enfant faisait un peu plus d'exercice que d'habitude, et là c'est pareil, il s'est mis à avoir un gros problème. Alexis a eu une hémorragie interne, et les médecins disaient d'ailleurs que l'enfant était perdu. Ils demandaient d'ailleurs à ce qu'il reçoive les derniers sacrements de l'Église. La tsarine ne pouvant se faire l'idée de perdre son fils, elle a télégraphié à Rasputin qui se trouvait à cette époque chez lui en Sibérie, hein, dans son village en Sibérie. Et il a reçu donc le télégramme alors qu'il était à table, Rasputin. Et là, c'est sa fille qui a témoigné à Rasputin, parce qu'il faut se rappeler qu'il avait donc des enfants qu'il allait voir de temps en temps, hein, bien sûr, en Sibérie. Comme il avait aussi dans sa maison 12 jeunes filles qui gardaient un peu comme un harem. Hein, et il y avait du monde chez lui, hein, chez Rasputin, oui. Voilà. Et donc Rasputin reçoit ce télégramme. Il se dirige dans un salon où il y avait des icônes, et puis il se met en une espèce d'état de transe là aussi. Et à un moment donné, d'ailleurs, on le voit transpirer et puis tomber en arrière, et puis là aussi s'évanouir en quelque sorte. Et après, il revient à lui avec un sourire, et puis après, il va télégraphier à Lazare pour lui dire qu'il a fait le nécessaire, qu'elle ne se tourmente pas, que l'enfant va guérir. Et effectivement, l'enfant va s'en sortir. Alexis va pouvoir guérir de cette hémorragie interne, et bien sûr le mérite en est attribué à Rasputin. Alors par contre, William Lequeux, dont j'ai parlé tout à l'heure, va émettre des doutes sur le pouvoir de guérison de Rasputin, notamment concernant l'enfant Alexis. Et pourquoi? Parce qu'il y a une lettre, pareil, qu'il a retrouvée, hein, William Lequeux, une lettre d'Anna euh, qui, qui est très, comment dirais-je, qui incrimine quelque part Rasputin, même dans la maladie de l'enfant, et qui montre qu'Anna Virubova aurait été la complice de Rasputin pour, d'une part, rendre l'enfant malade quand il le fallait, et faire croire que Rasputin avait des dons extraordinaires pour sauver l'enfant, pour rendre quelque part Rasputin indispensable à la famille impériale. D'accord, tu vas nous en lire un extrait. Ouais, encore une fois, c'est vrai que c'est très important, toutes ces lettres qui ont été retrouvées. Voilà. Alors donc,
voilà ce qu'écrit Anna Virobova donc à Raspoutine. Si vous voulez sauver votre tête, ah oui, parce qu'il y avait eu des accusations qui avaient été proférées contre lui à la Douma, hein. Alors, partez immédiatement en pèlerinage. Expliquez une vision qui apaisera la colère de la foule et rétablira la confiance qu'elle avait en vous. Monsieur vous a accusé, pardon, pas monsieur, oui, vous a accusé de lèse-divinité et d'avoir abusé de la crédulité féminine. Notre chère impératrice sait qu'il n'en est rien, mais il faut que cette croyance reste indéfectible. Alexis doit-il avoir une autre attaque? Si oui, prédisez l'heure et le jour. J'attends votre réponse confidentielle et implore votre bénédiction. Votre sœur Anna. Voilà. Donc, ça voudrait dire qu'Anna Virobova, d'après William Lequeux, hein, avait une espèce de poison qu'elle mettait dans la nourriture de l'enfant, et elle aurait arrêté, bien sûr, d'empoisonner l'enfant lorsque Raspoutine arrivait à son chevet pour faire croire que Raspoutine avait des dons de guérison extraordinaires. Alors, c'est toujours William Lequeux qui nous révèle que il a acheté Raspoutine auprès d'un étudiant en pharmacologie, une mixture un peu particulière faite à partir de bossettes de cerf et puis d'un autre produit qui venait de Chine, donc une espèce de poison très particulier. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça, je n'en sais rien, mais bon, il y a quand même des indices pour prouver que les attaques dont était victime l'enfant auraient pu être provoquées justement par un empoisonnement quelque part. Voilà. Alors par contre, une chose est sûre, c'est que ça a permis de construire sa réputation et son affection par rapport aux parents du jeune tsar, parce que voilà, comme tout parent, à partir du moment où tu as quelqu'un qui vient, quelqu'un qui vient sauver la vie de ton enfant, comment dire, tu es redevable à vie. Et oui, et en plus Raspoutine, il avait dit à la tsarine que son sort était lié à l'enfant. C'est-à-dire que s'il lui arrivait malheur, il lui avait dit, le tsarevitch, il mourra quelque temps après moi, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il bénéficiait d'une protection de la police secrète russe. Il était aussi protégé que le tsar, c'est pas compliqué, il bénéficiait d'une protection incroyable. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'il s'était fait énormément d'ennemis. Entre tous les maris cocus et j'en passe, il y en avait beaucoup qui voulaient sa mort, hein. Ça c'est clair. Et il avait trouvé, je pense, ce stratagème pour se faire protéger à bon compte de tous les ennemis qu'il avait. Oui, c'est imparable, hein. Si vous me laissez mourir, votre fils mourra. Oui, quand t'es le souverain le plus puissant du pays, tu fais en sorte qu'il ne meure pas, c'est évident. Je sais du reste d'ailleurs qu'il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. C'était une femme, je crois en Sibérie, qui lui avait planté une baïonnette sabre dans le ventre. Bon, il s'en était sorti, hein, ça. Un peu miraculeusement aussi, parce que quand tu prends une lame dans le ventre, bon, c'est quand même quelque chose. Mais il y a aussi une autre attaque dont il a été victime. C'était un lieutenant qui revenait du front. Il avait appris que sa femme, bon, pareil, il avait été cocufié par Raspoutine. Donc il avait essayé de se précipiter un jour sur Raspoutine qui allait prendre une voiture qui était envoyée par le palais impérial. Il s'était jeté sur Raspoutine avec un couteau, mais Raspoutine avait vu venir là par contre, et comme c'était une force de la nature, il avait propulsé sur le sol, et après il était monté tranquillement dans son véhicule parce que c'était une véritable force de la nature. Il faut voir la force qu'il avait, hein. Et on verra après d'ailleurs lors de son assassinat comme il a été difficile de tuer Raspoutine. Voilà. Ce que j'aimerais aussi préciser, parce que tout à l'heure, j'avais évoqué donc les fameux sœurs disciples, là, il leur faisait croire donc qu'il fallait pécher, faire le mal, donc pour s'accorder, pour s'attirer, pardon, les bonnes grâces de Dieu. Alors, d'où ça lui venait ça? Alors, bien sûr, il avait
Et il avait un tempérament de débauché, ça on l'a très bien, je l'ai très bien expliqué. Mais cette théorie comme quoi il faut faire le maximum de mal pour quelque part épuiser le mal et donc après ça tirait les bonnes grâces de Dieu. Ça, à mon avis, ça lui venait d'une secte qui s'appelait les clistes. Alors les clistes, c'était quelque chose de très particulier. On les appelait aussi des flagellants. Donc ces gens-là, alors il est parti du principe qu'il fallait pécher, bien sûr, et donc lors de leur cérémonie, ils se mettaient à entonner des chants, après à danser d'une façon assez frénétique, en tournant sur eux-mêmes, tout en se flagellant, donc en se donnant des coups de fouet. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient entrés dans une espèce de transe, ils se livraient après à des orgies, mais des choses inimaginables. Et on pense qu'il a été initié aussi par les clistes. Les clistes qui sont apparus en Russie vers la fin du XVIIe siècle et qui ont été après euh, pourchassés et donc éliminés, on va dire, au début du XXe siècle. Mais il peut très bien avoir donc il est en contact avec ces gens-là et ce qu'il prônait lui allait très bien puisque lui-même les orgies, les copulations collectives, c'est que faisaient les clistes, ça il en faisait plus que son affaire, hein, Rasputin. D'ailleurs, on sait qu'il avait loué dans son village de Sibérie une maison pas très loin de la sienne, où il avait aménagé la cave, où il recevait des sœurs et des frères, et là c'est pareil, ça donnait lieu à des orgies inimaginables. Alors là, tel que tu le décris, on n'est plus très loin finalement des scènes orgiesques sataniques. Est-ce qu'il s'adonnait aux sciences occultes? Alors ça, on n'en a pas de preuve de ça, si tu veux. Lui-même, c'était un personnage diabolique, ça c'est une évidence. Après, est-ce qu'il s'adonnait à des rites sataniques? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Il est certain, qui s'adonnait après à ces rites très particuliers que prenaient les flagellants dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais après, je peux pas te dire si il pratiquait après des rites sataniques, ça je ne sais pas. De toute façon, lui-même, c'était presque le diable en personne. Donc, ça c'est clair. Alors Pascal Rasputin avait aussi une autre facette qui est pas des moindres d'ailleurs. Il avait des dons de voyance et de prédiction. Oui, absolument, et c'est quelque chose qui est avéré. Alors, l'une des prédictions qu'il avait faites, c'était à la première dame d'honneur qui était Anna Virubova, dont on a déjà parlé, et elle devait se marier avec un lieutenant de vaisseau qui s'appelait Alexandre Virubov, et il lui avait prédit que ce mariage ne tiendrait pas du tout. Et effectivement, au bout d'1 an et demi, elle a dû se séparer de son époux, qui s'est avéré être complètement déséquilibré et impuissant de surcroît. Donc, elle a pu obtenir l'annulation du mariage pour non-consommation, tout simplement. Mais il y a une histoire encore plus intéressante qui prouve le don de voyance là de Rasputin. Il y a une femme russe qui est allée le voir à sa résidence qu'il avait donc c'est la résidence de la Gorokovaya, c'est un terme un peu dur à dire. Et donc, elle va le voir parce que figure-toi que cette femme, elle est l'épouse d'un officier russe qui partit en mission dans le sud de la Russie et il devait partir pour 4 jours et lui donner des nouvelles à son retour naturellement. Or, cela fait 16 jours qu'il est parti en mission et elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Même l'état-major ne peut rien lui dire et ils savent pas où il est passé. Bon, donc elle s'inquiète terriblement pour son époux. Donc elle se décide à aller voir Rasputin et Rasputin donc va chercher un verre d'eau. Et il le remplit d'eau d'ailleurs, et il le met sur une table, il demande à la femme de regarder dedans.
Et là, il y a des images qui vont s'imposer à elle. Elle va voir une montagne, elle va voir une vallée, et elle va voir notamment le corps d'un homme allongé sous un cheval. Et elle comprend que c'est son époux qui est dans une posture plus que délicate, qui doit être blessé, etc. Donc, elle retourne voir l'état-major, elle leur explique les images qu'elle a vues hein, dans le verre. Et alors c'est assez bien sûr troublant hein, de raconter pareille chose, mais elle va leur délivrer des détails tellement précis qu'ils vont la croire. Et pourquoi? Parce que eux seuls savaient l'endroit exact où l'officier avait été envoyé, et le décor qu'elle leur décrit correspond exactement à l'endroit où ils devaient se rendre. Ils se décident à envoyer des secours, des soldats sont envoyés à sa recherche, et ils retrouvent effectivement l'officier qui est blessé et qui est allongé sous le corps de son cheval. Et il aura donc la vie sauve, eh ben, grâce donc à la vision qui a été faite à travers ce verre d'eau et par les pouvoirs bien sûr de Raspoutine. Alors, il y a aussi une prédiction que Raspoutine avait dictée à son secrétaire, et c'était à la fin de l'année 1916, donc juste un peu avant qu'il ne meure. Hein. Alors là, il faut que je la lise parce que là, c'est pareil, c'est tellement précis que on peut pas faire autrement que de lire ce qu'il a dicté à son secrétaire. Alors voilà ce qu'il lui demande de taper. Alors, je pressens que je quitterai la vie avant le 1er janvier. Alors, rappelons-nous que Raspoutine est décédé au mois de décembre 1916. Alors, je veux faire savoir au peuple russe, à papa, alors celui qui appelle papa, c'est le tsar, à la mère russe, c'est la tsarine, et aux enfants, à la terre russe, ce qu'ils doivent entreprendre. Si je suis tué par de vulgaires assassins, et notamment par mes frères, les paysans russes, toi, tsar de Russie, tu n'auras rien à craindre pour tes enfants. Ils régneront pendant des siècles. Mais si je suis tué par des brouillards, des nobles, et s'ils versent mon sang, leurs mains resteront tachées par mon sang pendant 25 ans. Ils devront quitter la Russie. Les frères s'élèveront contre les frères. Ils se tueront entre eux et se haïront. Et pendant 25 ans, il n'y aura plus de noblesse dans le pays. Tsar de la terre russe, si tu entends le son de la cloche qui t'apprendra que Grégoire a été tué, sache que si c'est l'un des tiens qui a provoqué ma mort, personne des tiens, aucun de tes enfants ne vivra plus de 2 ans. Ils seront tués par le peuple russe. Voilà. Donc en fait, il avait prédit exactement ce qui allait se dérouler, puisque après, on le sait, il y a eu la révolution russe. Et donc, on sait aussi que toute la famille impériale a été massacrée donc par les bolcheviks, et voilà. Donc tout a été annoncé d'avance par Raspoutine. Ouais, c'est ça. Il est décédé en 1916. Hein. Et puis la révolution russe, c'est 1917. Février 17 et après octobre 17, là ce sont les bolcheviks qui arrivent au pouvoir là après en octobre. Voilà. D'accord, ah oui, c'est très 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 surprenant. Ah oui, oui. D'accord. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, concernant sa mort aussi, elle est des plus surprenantes parce que il n'a pas été si facile que ça à tuer ce Raspoutine. Oui. On va arriver maintenant à son fameux assassinat, alors qui a eu lieu donc le 16 décembre 1916. Alors, bien sûr, il s'est attiré les foudres de beaucoup de personnes, et notamment de la noblesse. Et il y a le prince Yusupov, qui est le neveu par alliance du tsar, qui a pris la décision avec d'autres amis de le mettre à mort, tout simplement. Parce qu'il faut savoir également que Raspoutine il trahit la Russie, ça ils en ont parfaitement conscience. Ils savent aussi que c'est lui qui met des hommes de main à lui au gouvernement, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Boris Sturmer et le ministre de l'Intérieur Protopopov, ce sont des germanophiles convaincus, et c'est lui qui les a fait mettre en place. Hein, c'est Raspoutine, par l'intermédiaire de la tsarine, qui fait faire à Nicolas II tout ce qu'il veut en fait. Il place aussi des gens
pour recevoir de l'argent. Hein. Par exemple, des gens vont le voir pour avoir un poste. Il leur demande bien sûr des sommes considérables. Même les gens d'église qui veulent accéder à un poste d'évêque sont obligés de passer à l'époque par Raspoutine et de le payer grassement pour obtenir bien sûr le poste d'évêque. Voilà, ça va jusque là. Donc, ils ont décidé, ce groupe d'amis, de mettre fin au jour de Raspoutine. Alors, le prince Yusupov, il a un plan, parce que comme il sait que Raspoutine est quelqu'un qui est très protégé par la police secrète russe, il commence d'abord par devenir son ami à Raspoutine, alors qu'il le déteste profondément, mais bon, ça fait partie du plan, il faut qu'il devienne l'ami de Raspoutine. Et une fois qu'il a obtenu la confiance de Raspoutine, il l'invite dans son palais à Saint-Pétersbourg. Et pour l'attirer dans son palais, il lui parle de sa femme, parce que le prince Yusupov, il a une femme qui est très belle, très mignonne, et il lui propose de la lui présenter. Alors Raspoutine, bien sûr, il faut pas lui dire de voix, et il va le chercher à 11h30 le soir pour l'amener dans son palais. Alors, la femme, bien sûr, de Yusupov n'est pas là, elle est en Crimée le jour où il invite Raspoutine, donc il risque pas de la voir, mais Raspoutine ne le sait pas, bien sûr. Et il entraîne, Yusupov entraîne Raspoutine dans une pièce qui se trouve au sous-sol, mais une pièce qu'il a fait aménager très luxueusement, de façon à ce que Raspoutine n'ait pas de soupçons. Et puis là, il lui dit, bon, ben, en attendant que ma femme arrive, on va déjà prendre une collation. Il lui présente des gâteaux, du vin, etc. Or, tout ce qu'il lui présente a été empoisonné au cyanure de potassium. Et c'est le docteur Stanislas Lazovert qui a mis suffisamment de poison dans les gâteaux et dans le vin pour tuer 20 personnes. Mais Raspoutine, il mange les gâteaux, il boit le vin, et puis aucun effet. Donc ça dure un certain moment. Yusupov, là, commence à perdre patience. Il monte à l'étage où l'attendent donc le grand-duc Dimitri Pavlovitch. Il y a aussi le député Vladimir Purichkevitch qui est là, et l'officier Soukoutine et le docteur Stanislas Lazovert. Il emprunte au grand-duc Dimitri son revolver, il redescend, et il tire une balle sur Raspoutine, et il croit l'avoir tué pour le coup. D'ailleurs, le docteur Lazovert arrive, il constate le décès, mais à peine avait-il dit que Raspoutine était mort que celui-ci se relève. Il se relève, il se met à vouloir étrangler Yusupov. Alors, bon, Yusupov arrive à se débarrasser de l'étreinte de Raspoutine. Il a l'impression que Raspoutine va le broyer, que ses mains, ce sont deux étaux d'acier incroyables. Enfin, il arrive à s'échapper de cette emprise. Et là, on a le député Purichkevitch qui lui aussi a une arme, il a un pistolet, il tire sur Raspoutine et Raspoutine tombe une nouvelle fois à terre. Et pour être sûr qu'il soit bien mort cette fois-ci, Yusupov, il prend une matraque de plomb de 2 kilos et lui éclate la tête, c'est le cas de le dire, parce que il y a même un œil qui va sortir de l'orbite de Raspoutine, c'est pour dire à quelle violence il le frappe à la tête, et il le frappe aussi dans le bas-ventre. Mais ça, c'est un peu plus symbolique, c'était pour venger tous les marécocufions, on va dire, de l'époque. Et voilà, et donc là, ce coup-ci, ils pensent qu'il est mort, et ils vont le jeter après dans le fleuve, et il va être retrouvé 3 jours plus tard par la police, le corps de Raspoutine, et il va être autopsié, ce corps. Or, on s'aperçoit que Raspoutine avait de l'eau dans les poumons, ce qui signifie que lorsqu'il a été jeté à l'eau, il était encore vivant, puisqu'en fait, il est mort noyé. Et quand on pratique l'autopsie, on s'aperçoit également qu'il a 3 balles. Or, je n'ai parlé que de 2 coups de feu. Et il y a une balle qui est passée par le thorax et après qui a atteint l'estomac et le foie. Ça, c'est la balle qui a été tirée par Yusupov. Et il y a une deuxième balle
tirée donc par Vladimir Purishkevitch, qui elle a traversé un rein. Et il y a une troisième balle sur le front entre les deux yeux, qui a été tirée à bout portant. Donc, ce qui signifie qu'il y a un troisième tireur, parce que chaque balle a été tirée à partir d'un revolver différent, en plus, hein, d'une arme à feu différente. Donc, qui était ce troisième tireur? Ça, on ne le sait pas. On pense qu'il y avait effectivement donc un sixième complice, peut-être, dont on n'a jamais su le nom. Et il s'est pourrait que ce complice ait été un espion britannique qui soit venu pour achever Rasputin. Voilà. Donc, malgré ça, malgré 3 balles, dont une entre les deux yeux quand même, qui a causé des dommages irrémédiables au cerveau, comme a pu le constater le médecin légiste, Rasputin n'est même pas mort de ça. Il n'est même pas mort après du matraquage, il est mort noyé. Est-ce qu'il n'est pas... Comment dire? Est-ce qu'une fois qu'il a été jeté dans le fleuve, il n'a pas... comment dire, pris la tasse, avalé de l'eau dans les poumons, il a essayé de ressortir sur la rive, et là le fameux complice qui s'est dit non, c'est pas possible, il va pas s'en sortir, il l'a achevé une balle entre les deux yeux. Dans cet ordre chronologique là, ça me paraît plus cohérent. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être. Surtout que les autres en parlent pas de ce tir entre les deux yeux. Donc ils en étaient pas au courant, donc c'est pour ça, une fois qu'ils l'ont jeté dans l'eau, Rasputin malgré tout a réussi à s'en sortir, et là le fameux complice, en tout cas, ou l'espion britannique, voilà, l'a achevé tout simplement. Mais ce qui est hallucinant dans cette histoire quand même, c'est surtout qu'il résiste au cyanure. Médicalement parlant, 20 personnes. Oui, 20 personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on peut résister au cyanure? Alors, est-ce que finalement il n'a pas fait comme Mithridate? Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Ça se passe dans la Grèce ancienne, où c'est un noble qui n'a pas envie de mourir empoisonné, parce que c'est à la mode à l'époque, les assassinats par poison, et il absorbe des toutes petites doses de poison comme ça pendant des mois, et de façon à ce que son corps finalement reconnaisse le poison, et le jour où justement il subit l'attaque, son corps arrive à lutter et à dissiper le poison. D'ailleurs, c'est un nom maintenant, ça s'appelle la mithridatisation. Est-ce que t'as des pistes là-dessus? Non. Par contre, moi je me souviens d'une histoire. J'avais entendu ça il y a déjà plusieurs années. C'était un individu, alors je sais plus où il était. C'était en France, ça c'est sûr. Il avait décidé de mettre fin à ses jours et il avait ingurgité un poison. Et en attendant que le poison fasse son effet, il avait mangé des bonbons qu'il avait sous la main. Il en avait mangé une quantité assez considérable. Et puis le temps passé, le poison ne faisant toujours pas son effet, il a eu des remords et il s'est dit non, finalement je veux pas mourir. Il a appelé les secours, qui l'ont sauvé naturellement. Et c'est là qu'il a appris qu'en fait le sucre qu'il avait ingurgité ralentissait les effets du poison. D'accord. Et comme il s'est gavé de gâteaux et de sucreries en même temps, est-ce que les deux... Pourquoi pas? Mais bon, il y a quand même le fait que là, on avait quand même une dose de poison qui était destinée à tuer 20 personnes. C'est énorme, 20 personnes. Alors, je veux bien qu'il avait une constitution aussi très solide. Enfin, il n'en demeure pas moins qu'il y a un mystère concernant cette résistance incroyable au poison qu'on lui avait versé. C'est une évidence. Son corps a été inhumé, enterré quelque part, ou... Oui, alors c'est-à-dire que quand son corps a été retrouvé, c'était le 19, quelques jours après, la tsarine l'a fait inhumer dans une chapelle en construction qu'il y avait dans le parc de Tsarskoye-Selo. Par contre, en 1917, lors de la révolution de février 1917, le gouvernement provisoire a fait déterrer le corps
l'a fait brûler et a fait disperser ses cendres dans une forêt pour qu'on ne le retrouve plus jamais. Pour qu'il n'y ait plus aucune trace de ce corps, de cet être qui était maudit par tous les Russes. Voilà. D'accord. Oui, donc on ne saura jamais, on ne pourra pas faire comme pour Tu ne vas Napoléon. pas chercher une autopsie a posteriori, là, c'est impossible. Ouais, ouais. Oui. Ah, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus aucune trace de cet individu qui était vraiment honni par la Russie tout entière. Donc effectivement, on est loin de l'image sympathique de Rasputin, hein, telle qu'on peut la voir. Alors est-ce que c'est d'ailleurs à cause de Boney M et leurs chansons ou du coup Et moi, je pense on qu'il y les a trouvait quelque chose qui sympathiques? est un peu plus trouble que ça, parce que il n'y a pas que pour Rasputin. Je m'aperçois que ces dernières années, on essaye de se faire passer le mal pour le bien, c'est-à-dire d'inverser les valeurs. Et Rasputin en est l'exemple, en est un exemple frappant. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qui se trouve derrière tout ça? Je n'en sais rien, mais bon, je trouve ça quand même malheureux qu'on essaie de faire croire aux gens des choses inexactes et puis surtout qu'on essaie de leur faire prendre des choses qui sont mal pour quelque chose de bien. On est dans un système en ce moment, j'ai l'impression où on veut inverser les valeurs. On veut faire croire aux gens que le mal c'est bien et que le bien c'est mal. C'est quoi le but? C'est voilà. Et il n'y a pas que pour Rasputin, je me suis aperçu de ça d'ailleurs. Hein. Donc, Tu nous en avais parlé avec Mata Hari, tout à tout fait. à fait, mais c'est pareil en ce moment. On essaie de réhabiliter Mata Hari. Moi, je suis désolé, Mata Hari, c'était un démon cette femme-là. Hein. Bon, donc voilà, et c'est comme ça. Donc, je tenais à remettre les points sur les i et à bien expliquer qui était ce monstre de Rasputin. Alors, j'aimerais conclure par contre en parlant un peu de Yusupov et de quelque chose qui ne se sait pas trop non plus. Yusupov, en 1914, il était allé rendre visite alors qu'il était à Paris. C'était au tout début de 1914. Il était allé rendre visite à Madame Freya qui était la plus grande chiromancienne de tous les temps. Et quand il est rentré chez Madame Freya, il faut savoir aussi que Yusupov, il avait un visage angélique pratiquement. C'était quelqu'un de voilà bon. On le voyait, on avait l'impression d'être en face d'un ange presque. Et quand elle a vu, elle a eu vraiment une réaction incroyable. Elle a même pas eu besoin de voir ses mains. Elle lui a dit mais vous allez tuer quelqu'un de vos propres mains et vous aurez l'impression en plus de faire une bonne action en tuant cette personne. Alors Yusupov en 1914, il croyait pas, il disait mais moi j'ai jamais fait du mal à une mouche, je vais pas me mettre à tuer quelqu'un, c'est impossible. Et lorsqu'il a tué Rasputin, il s'est rappelé au moment où il le tuait de ce qu'il lui avait prédit donc Madame Freya. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, il est retourné voir Madame Freya pour lui dire ben, ce qu'elle lui avait annoncé, ça s'était produit et qu'elle avait eu tout à fait raison dans sa prédiction. Voilà. Et Yusupov, il a toujours été, comment dire, il a été très très marqué hein, par ce meurtre. Ça l'a toujours poursuivi dans ses pensées. Il pouvait plus vivre tranquille après avoir commis cet acte, malgré le fait qu'il ait tué un monstre. Hein, il faut pas le perdre de vue. Et beaucoup de gens d'ailleurs l'ont soutenu, ont voulu lui faire comprendre que ce qu'il avait fait, ben, c'était pas mal, au contraire. Il était allé voir aussi une vieille religieuse en Russie qui était considérée comme une sainte, cette femme, et elle lui avait dit que en fait il avait fait là une très bonne action. Elle avait comparé à Saint Georges terrassant le dragon et qu'il était protégé par Dieu, qu'il fallait pas qu'il s'inquiète de ce qu'il avait fait. Enfin bon, elle avait essayé de le regonfler un peu, mais il a toujours été poursuivi par cette image du visage de Rasputin toute sa vie. D'ailleurs, il conservait un Yusupov dans un tiroir de son bureau.
un dessin qu'il avait fait alors qu'il était plus ou moins dans un état de transe lui-même, Yusupov. Et ce dessin, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait deux yeux sataniques, on voyait un nez en forme de phallus et une barbe qui était représentée par des flammes. Et en fait, c'était la vision qu'il avait eue de Raspoutine, qu'il avait dessinée et qu'il avait conservé toute sa vie dans un tiroir de son bureau, et de temps en temps, il jetait un coup d'œil à ce portrait qui le terrorisait. Hein, c'est voilà. Donc il voyait vraiment Raspoutine comme le diable quelque part. Hein, mais cette image, le visage de Raspoutine a poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Voilà. Entendu, Pascal. Bon, en tout cas, voilà, c'était une anecdote intéressante pour Yusupov, et puis bon, pour Raspoutine. En tout cas, moi, ça m'a rappelé un auteur que j'adore, qui est Hugo Pratt, voilà, la balade à mer salée, où on voit ce fameux Raspoutine, qui est plutôt une crapule d'ailleurs dans cette bande dessinée. Pascal, merci pour cette nouvelle causerie, et puis écoute, on se donne rendez-vous au mois prochain. Au mois prochain, avec plaisir. Tu te rappelles du thème ? Je pense que le mois prochain, on va parler du tombeau du duc de Bretagne. Ok, impeccable. Mais en tout cas, merci, et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.